La clochette de la boutique tinta comme un petit verdict. Le son, aigre et clair, traversa l'air parfumé d'un mélange de détergent neuf et d'eau de toilette chère, et pour un instant, Helena crut que tout le monde s'était figé autour d'elle, non par curiosité, mais par l'évidence d'un malaise prêt à éclore. Elle tenait la robe contre sa poitrine comme on serre une relique. La dentelle semblait respirer entre ses doigts, fragile, comme une promesse que sa mère lui avait confiée avant de mourir. Les perles cousues à la main miroitèrent sous la lumière des projecteurs, petite lune pâle contre un tissu qui gardait encore l'odeur de la maison. Café chaud, savon, les mains qui réparaient la vie. Viviana la regarda sans cligner. Sa bouche s'étira en un sourire étroit qui n'atteignait jamais les yeux. Tout dans sa tenue, tailleur sur mesure, ongles pointus, accent sec, criait prestige. Derrière elle, des miroirs renvoyaient un décor calculé pour inspirer désir et exclusion. Silhouettes de mannequins, vitrines soignées, étagères de satin. Aujourd'hui, pour la première fois depuis des années, la boutique accueillait un vêtement qui n'appartenait pas à la carte postale du luxe. C'était une robe usée par le souvenir. « Vous savez combien ça coûtera pour restaurer ce modèle ?» demanda Viviana, la voix couleur de glace. « Ce n'est pas un modèle pour nos clientes. » Helena répondit doucement, la voix serrée par autre chose que la peur. « C'était la robe de ma mère. Je n'ai pas d'autre endroit où la garder. J'aimerais seulement des retouches. » Il y eut un silence qui pesa comme un verdict. Quelques clientes chuchotèrent. Une vendeuse s'éclaircit la gorge. Toutes le firent avec l'embarras de ceux qui regardent une scène qu'ils n'ont pas choisie. Viviana s'avança. Ses doigts effleurèrent la dentelle comme si elle voulait en juger la valeur. Puis, d'un geste lent et théâtral, elle pinça un pan du tissu et, devant tout le monde, tira. Un crépitement sec fendit l'air. La dentelle se déchira. Les perles valsèrent et tombèrent en pluie lente sur le marbre du comptoir. Le bruit fut minuscule, mais c'était un arrachement qui résonna plus fort que la clochette. Helena sentit sa poitrine se déchirer en écho. Les clients se figèrent. Une vieille femme qui faisait semblant de regarder des rubans mit la main à sa bouche. Une adolescente sortit son téléphone par réflexe. Quelqu'un pensa à appeler la police, mais personne ne bougea. La robe, la mémoire, la dignité d'Helena tombèrent en deux morceaux sur le sol. « C'est un chiffon, » dit Viviana comme on assène une sentence. « Nous n'allons pas remplir nos vitrines avec des souvenirs d'orphelines. » Il y eut une montée d'indignation sourde, puis un froid. Helena resta immobile, la main posée sur une dentelle qui ne tenait plus qu'à un fil. Les images de sa mère la traversèrent. Sa silhouette dans la cuisine, les genoux fatigués pliés sur la chaise du salon, les aiguilles qui avançaient plus vite que la pauvreté. Sa voix intérieure murmura ce que ses lèvres refusaient de dire. « J'ai besoin de la garder. »« Ramenez-moi les morceaux », réussit-elle à dire, et sa voix était plus faible qu'un souffle. « Je veux qu'on les recouse. » Viviana eut un rire sec, cisaillant. « Recoudre? À nos frais ? Non, mademoiselle. Ici, nous vendons des rêves à celles qui peuvent se les payer. Nous ne recyclons pas des décombres sentimentaux. » Le regard d'Helena chercha une issue. Un jeune homme, au comptoir, détourna les yeux. Une femme, dans un coin, contempla le vide. Les couturières levèrent la tête, leur visage buriné par des années de fil et d'efforts, et parmi elles, Mercedes, la maîtresse des aiguilles, sentit quelque chose se fendre en elle. Elle connaissait la valeur d'un vêtement qui portait une histoire. Elle vit la détresse d'Helena comme on voit une brûlure et ne put rien dire. Sa voix restait emprisonnée par un protocole tacite, un respect de hiérarchie que le tissu venait de rompre. Helena serra les fragments de dentelle contre son cœur. Son souffle était court. Elle chercha la porte d'un regard, comme on cherche la mer après une tempête, mais la boutique était un espace circulaire, où la honte tournait et tournait, emportant tout sur son passage. 60 secondes plus tard, un moteur noir murmura devant la boutique. Il semblait venir d'un autre monde, propre, poli, habillé d'une gravité que la soirée n'avait pas. Personne n'osa sortir.
Le claquement des talons de Viviana, qui se détachait maintenant comme un coup de fouet, se mua en un silence figé. L'homme qui sortit de la voiture était plus petit que la décence du véhicule ne le laissait prévoir. Il avançait avec la pudeur d'un notaire et le regard d'un chirurgien. Il tenait une enveloppe sous le bras, comme si ce qui allait suivre était réduit à du papier. Il se présenta. Lic. Arturo Romero. Sa voix n'était pas autoritaire. Il parlait comme quelqu'un qui énonce des faits implacables. « Madame Mendoza ?» demanda-t-il. Le nom tomba dans la boutique comme une pièce qu'on aurait placée sur un échiquier. Elena sentit le sol se dérober. Un froid glacial monta dans sa nuque. Le visage de Marco, qui était resté derrière elle, blanchit légèrement. Marco, qui avant avait serré sa main pour la rassurer, la regardait maintenant avec une curiosité mêlée de crainte. Une histoire qu'il croyait connaître venait de se fissurer. Romero n'attendit pas d'invitation. Il étala des papiers sur le comptoir, geste rapide, efficace. Il parlait sans théâtralité, mentionnant des noms, des liens, des clauses que personne, dans cette boutique ornementée, n'avait imaginé comme étant reliées à la robe qui gisait en morceaux. Il évoqua une succession, un titre familial, des liens tissés par des générations, des branches qu'Elena n'avait jamais soupçonnées. Il dit, avec la neutralité d'un médecin qui annonce une maladie et une guérison possible, « Vous êtes l'héritière ». Le silence devant lui prit une autre épaisseur. Les clients reculèrent, comme si la boutique venait de devenir la scène d'un changement d'époque. Marco posa la main sur l'épaule d'Elena, mais elle retira doucement sa main, comme si elle protégeait quelque chose de fragile. Les autres employés se regardèrent, les couturières échangèrent des regards mesurés, prudents. Mercedes plissa les yeux, évaluant non pas l'argent, mais la possibilité qu'une histoire prenne enfin sa revanche sur l'injustice. « Je ne comprends pas », souffla Elena, et ses mots étaient honnêtes. Elle n'avait jamais imaginé que son nom pût appeler autre chose qu'un dossier d'adoption perdu. Son enfance avait été une suite de jardins partagés, d'orphelinats aux fenêtres amères, de promesses incomplètes. La nouvelle chamboula un équilibre qu'elle avait construit sur des manques. Héritière. Le mot était une roche qu'on venait de jeter dans un lac calme. Romero posa une main sur le papier et dit simplement « En vertu de ce qui est consigné, vous avez le contrôle des actifs de la société familiale. Nous avons pris des mesures préventives pour bloquer toute transaction pouvant nuire au patrimoine. » Il y eut un murmure. Elena sentit la pièce tourner. Marco chercha à intervenir, à proposer une hypothèse, une explication qui rendrait le mystère acceptable. Mais Elena ne voulut pas qu'il parle. Il y avait en elle, à cet instant, une pudeur quasi religieuse. La découverte n'appartenait qu'à elle. Elle avait appris trop tôt que les bonnes nouvelles pouvaient aussi abriter des pièges. Elle ne voulait pas que sa réalité soit devenue un spectacle. Alors, elle secoua la tête, un petit mouvement, non pas pour repousser Marco, mais pour le tenir à distance de ce qui venait de la percer. Les minutes qui suivirent ressemblèrent à un montage ralenti. Signature, verre d'eau, un coup de téléphone, la secrétaire qui griffonnait des instructions. Romero, avec toute la retenue de sa profession, ordonna un audit interne. Il tenait aussi, dans un dossier séparé, une clause du contrat de la boutique, une clause morale, plutôt qu'un chiffre, conduite discriminatoire. Il la lut sans jugement. En cas de non-respect des valeurs de la marque, la direction se réserve le droit de cesser immédiatement toute collaboration. Les mots tombèrent comme une phrase que l'on prononce pour prévenir le chaos. Viviana blêmit, l'orgueil scindé en deux. Elle essaya de se défendre, de plaider que c'était un geste isolé, une provocation qu'on avait mal interprétée. Sa voix vibra, puis s'aiguisa. « Vous ne pouvez pas me renvoyer sur un simple soupçon !» clama-t-elle, comme on essaie de sauver une réputation qui ne se reconstruit pas aussi vite que les talons qu'elle portait. Romero posa le dossier. « Madame Mendoza, c'est votre choix. Nous pouvons entamer une procédure et la société suivra la voie que vous désignerez. » On fit un silence théâtral. Elena regarda la robe,
Les perles éparses, la dentelle qui racontait l'histoire d'une femme qui avait cousu sa dignité dans la nuit. Elle sentit une colère chaude monter en elle, non pas la colère qui réclame vengeance, mais celle, plus acérée, qui réclame justice. Ce fut Marco, de sa voix basse, qui murmura « Tu peux les poursuivre ou tu peux changer les règles ». Il y eut une fraction de seconde où la possibilité d'un geste violent, d'un éclat rétributif, scintilla devant les yeux d'Helena. Elle pensa à la honte gravée sur son visage, à ce que Viviana venait de faire pour la réduire encore davantage, à la foule silencieuse, aux curieux qui prennent des photos et les transforment en gifs pour la dérision. La douleur implorait une réponse tranchante. Mais Helena avait grandi à force de recoudre les choses cassées. Sa vocation, héritée d'une mère qui savait transformer les bouts en vêtements, n'était pas d'arracher la vie des autres, mais d'en réparer. Elle regarda Viviana qui, pour la première fois, paraissait vulnérable. L'arrogance avait laissé place à une stupeur mal contenue. Elle vit des traces de son histoire sur le visage de la femme, une fissure qu'on n'efface pas avec un tailleur. Helena pensa que la vengeance ne recréerait pas la dentelle. La justice, si elle était bien pensée, pourrait empêcher qu'un autre nameless ne subisse la même chose. « Licenciement immédiat », dit-elle alors, et sa voix était étrangement calme, comme si elle venait d'énoncer un rite, pour faute grave. Les mots tombèrent nets. Viviana écarquilla les yeux, comme si la décision la brûlait. Elle chercha la parodie de l'indignation, mais ses mains tremblaient. Les clients retenaient leur souffle. Quelques applaudissements discrets se firent entendre, pas pour la humiliation, mais pour la fin d'une injustice. La scène humiliée reprit sa respiration. Viviana fut escortée vers la porte, ses talons claquant un rythme de départ humiliant. Elle traîna derrière elle l'air d'une femme qui croyait tenir le monde et qui se retrouvait étrangère à lui. Derrière elle, certains chuchotèrent sur sa carrière, d'autres sur le spectre d'un futur basculement. Helena, elle, posa la main sur le comptoir et sentit la froideur du marbre. La dentelle, entre ses doigts, avait cessé d'être seulement un tissu. Elle était devenue une carte qui menait à quelque chose de plus grand. Il y eut, dans les heures qui suivirent, des papiers à signer. Romero expliqua en termes sobres la procédure pour prendre le contrôle effectif de la boutique. Helena écouta, signa, la plume tremblante malgré la détermination. Elle confia à Marco qu'elle ne voulait pas humilier, mais réformer. Il hocha la tête, silencieux, et la serra doucement, non pour prendre les rênes à sa place, mais pour lui offrir une stabilité à laquelle revenir. Plus tard, assis à une petite table d'un café, Helena sentit la tempête se calmer autour d'elle sans que rien, à l'intérieur, ne soit apaisé. Marco sortit 2 pâtes et un café. Il savait que quand elle était bouleversée, elle répondait mieux à la nourriture simple. Elle regarda la pâte. L'odeur familière du beurre lui rappela la cuisine de sa mère. Elle sentit la nécessité de raconter tout cela à quelqu'un, la nouvelle, le pouvoir, la peur. Mais une timidité étrange la paralysa. Elle envisageait la vie qui changerait si elle parlait, et une part d'elle craignait que la narration publique ne vole l'intimité sacrée qu'elle gardait pour sa mère. « Tu ne veux pas que je sache ?» demanda Marco doucement. Elle secoua la tête. « Pas encore. » Elle prit une bouchée, ferma les yeux sur le goût. Il y avait en elle la conscience que dire serait transformer, et que transformer demandait du temps, des stratégies, des alliances. Elle n'avait pas envie que la chose devienne une anecdote de plus dans un dîner. 3 jours plus tard, elle revint à la boutique, franchissant la porte que la clochette égréna sans complaisance. La vitrine lui renvoya son propre reflet. Une femme aux yeux trop fatigués pour son âge, mais qui portait désormais contre sa poitrine non seulement une robe en lambeaux, mais aussi un nom qui pèse. Romero avait fait verrouiller certains comptes en attendant la réorganisation. Il avait aussi demandé une réunion urgente avec le personnel. Helena savait que l'annonce de son contrôle provoquerait des vagues. Elle avait réfléchi aux premières mesures, maintenir l'emploi des couturières, proposer des tarifs accessibles
ouvrir des créneaux pour les femmes qui n'avaient pas pu se permettre la boutique jusque-là. Elle voulait que la boutique cesse d'être un club fermé pour devenir un atelier vivant. Mercedes était arrivée avant elle. Le visage de la couturière, encadré par des mèches grises, exprimait une chaude curiosité. Ses mains, celles qui avaient réparé tant de robes, portaient encore de la farine et du fil. Elle prit la robe dans ses bras comme si elle avait voulu la recoudre avec ses yeux, pas seulement avec ses doigts. Ses doigts parcoururent la dentelle, sans jugement, avec une tendresse pratique. « C'est la robe de la mère », dit Helena. « Je ne peux pas m'en débarrasser. » Mercedes hocha la tête. Elle sut, sans que Helena n'ait à le dire, que parfois les tissus portent plus de vérité qu'un testament. « Nous la recousons », déclara Mercedes simplement. « Et ensuite, nous la portons de nouveau. Pour toi. Pour elle. » Il y eut un murmure approbateur parmi les autres couturières, Rosa, Patricia, Lucia, Carmen, Estella, chacune ayant sa petite histoire de réparation, chacune connaissant l'art de transformer la perte en vêtements prêts à affronter la vie. Elles se mirent au travail avec une forme de solennité collective, apprenant à lire la dentelle comme on lit une lettre d'adieu. Les aiguilles cliquèrent comme un cœur qui reprend son rythme. Helena sentit une chaleur nouvelle monter en elle. Elle contempla la boutique comme on regarde une ville qu'on va recréer. Des meubles à repositionner, une politique de prix à repenser, des brochures à réécrire. Sa décision fondamentale se forma non pas comme un caprice de revanche, mais comme une mission, rendre visible la dignité de celle qu'on avait habituée à disparaître. Pourtant, elle savait que prendre le pouvoir comportait des risques. Romero était prudent. Il lui conseillait de mettre en place des contrôles, une transparence, des règles. Helena le vit comme un guide prudent. Elle redoutait la froideur bureaucratique, mais elle acceptait qu'un idéal, sans mesure, devienne parfois une source de corruption. Elle se promit de rester vigilante. Le premier acte concret qu'elle demanda fut simple. Que la boutique ferme pour quelques jours afin de préparer une réouverture, non pas comme un petit événement de relations publiques, mais comme l'ouverture d'un atelier inclusif. Mercedes sourit à cette idée comme à une prière exaucée. Nous ferons des ateliers gratuits, des retouches à petit prix, des bourses pour celles qui veulent apprendre, proposa-t-elle, et ces mots tombèrent sur Helena comme des graines. Une part d'Helena avait encore besoin de temps pour croire qu'elle pouvait changer les choses. Les regards, la peur d'être réduite à une figure de pitié, l'incertitude du pouvoir, tout cela créait des obstacles intérieurs. Quand la nuit tomba, elle resta un long moment devant la vitrine, la robe partiellement recousue sur un mannequin au fond de l'atelier. Elle pensa à Carmen, sa mère, à la promesse de la garder. Elle pensa à Thomas, le grand-père qu'elle ne connaissait pas encore, dont le nom avait surgi dans les papiers comme une ombre douce. Elle prit la dentelle, enroula un fragment autour de son doigt et laissa une larme couler, silencieuse, comme un lavage. Il y eut en filigrane la conscience d'un monde à réparer, seulement des actes, pas des mots. Elle comprit que son héritage n'était pas une roue qui tournerait toute seule, mais un levier qui demanderait du travail. Dans le calme de la boutique qui s'éteignait, elle se dit qu'elle ne voulait pas d'une revanche bruyante. Elle voulait d'une transformation qui tienne. La porte se referma derrière elle, avec la même clochette qui avait sonné à son arrivée, mais cette fois, la note sembla différente, moins accusatrice, plus promesse. Le fragment d'encage gisait dans sa paume comme un petit phare. Helena essuya ses doigts, regarda Marco qui l'attendait sur le trottoir et prit une décision qu'elle savait lourde mais juste. « On ferme quelques jours », dit-elle, et sa voix vibra d'une étrange fermeté. « On va refaire l'espace, et je veux que Mercedes reste à la tête de l'atelier. » Marco hocha la tête. « Je suis avec toi », répondit-il, la voix posée, sans grand geste héroïque, seulement une présence calme, comme une encre. Helena sourit, non pas parce qu'elle croyait que tout serait facile, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, sa dignité ne reposait plus sur la retenue, elle reposait sur un choix. Quand la rue se vida, les néons de la boutique s'éteignirent.
Elena resta un instant devant la vitrine, regardant la silhouette de la robe réparée sur le mannequin, dont la forme, fragile mais entière, semblait lui promettre que les morceaux pouvaient, parfois, retrouver leur sens. Elle prit le fragment d'encage, le pressa contre son cœur et sut qu'une histoire commençait à prendre forme. Une histoire qui demanderait du courage, des erreurs, des doutes et la force lente d'une réparation collective. Ce soir-là, elle ne raconta pas tout à Marco. Elle garda pour elle le détail de la clause, la façon dont Romero avait parlé, la sensation du pouvoir qui s'installait sur ses épaules. Elle ne voulait pas que le monde transforme ce qui était intime en une pièce d'exposition. Elle préféra laisser le silence jouer son rôle protecteur, un silence qu'elle utiliserait bientôt comme un plan. La boutique fermerait, les aiguilles commenceraient à travailler. Mais au fond d'elle, Elena sentait déjà l'ombre d'un problème plus grand. Ouvrir un lieu inclusif serait salutaire, oui, mais fragile. Et les fragilités, on le savait, attirent parfois les convoitises. La nuit alla finir par tomber, et derrière les volets baissés, les voix des couturières s'élevèrent en bas, où l'on préparait des provisions pour les jours de fermeture. Des biscuits, une tasse de café oubliée. Mercedes apporta un petit paquet, posé sur la table comme un ex-voto. Elle prit la dentelle, planta une épingle et dit doucement « Les tissus gardent la mémoire, il faut les écouter. » Elena sourit. Elle savait que la mémoire de sa mère ne se limiterait pas à une robe recousue. Elle savait aussi que ce qui avait commencé par un acte humiliant allait exiger de la ténacité, de la transparence et des alliés. Des alliés qu'elle devait choisir avec soin. Romero s'occuperait des papiers. Marco tiendrait sa main. Mercedes et les couturières reprendraient la tâche. Mais elle pressentait déjà le fracas latent. La nouvelle n'avait pas encore fait le tour de la ville. Il y avait des gens qui prendraient la nouvelle comme une opportunité, d'autres qui s'en serviraient pour semer le doute. Elle rentra à l'appartement modeste qu'elle occupait encore, posa le fragment de dentelle sur la table et s'assit devant la photo de sa mère. Ses doigts caressèrent le cadre, et elle parla tout bas, non pas pour obtenir une réponse, mais pour s'inscrire dans une continuité. « Je te rends ce que tu m'as laissé », murmura-t-elle. « Mais pas seulement pour moi, pour toutes celles qui n'ont pas de voix. » Et dans l'obscurité, une résolution se forma. Elle voulait que la boutique devienne un lieu où personne n'oserait arracher la dignité d'une autre. Elle ne savait pas encore comment cela se ferait, ni quels obstacles surgiraient, ni qui tenterait d'abuser de sa nouvelle position. Mais elle avait choisi un cap. Elle alla se coucher avec le bruit des aiguilles dans les oreilles, imaginant des mains qui travaillent, des femmes qui rient, des robes qui reprennent vie. Le lendemain matin, au moment où la clochette sonna pour la première fermeture administrative, Elena sentit la présence d'un avenir dont les contours étaient encore flous. Elle heurta une pensée qu'elle n'arrivait pas à chasser. Si la boutique était désormais entre ses mains, alors tout ce qui s'y passerait porterait son nom. Et porter un nom, c'est aussi porter la responsabilité de réparer, même quand les réparations demandent d'affronter ceux qui croyaient que déchirer suffisait. Au dehors, la ville continuait implacable et indifférente. Mais à l'intérieur, quelque chose se mettait en marche, des aiguilles, des mains, une volonté. Elena posa le fragment d'encage dans une petite boîte, ferma le couvercle et appuya son front dessus. C'était le point de départ, une petite lueur à protéger. Un coup de téléphone retentit soudain. Romero au bout du fil. Sa voix était plus grave. « Madame, il y a des réactions. Certains veulent comprendre, d'autres menacent. Il faudra être prête. » Elena prit une inspiration profonde. Elle savait que la partie la plus difficile venait à peine de commencer. Elle n'imaginait pas encore à quel point. Les réactions avaient commencé comme des oiseaux effrayés. Des messages, des regards dans la rue, une tonalité qui oscillait entre curiosité et suspicion. Romero avait eu raison. L'annonce d'Elena ne laissait personne indifférent. Les premières semaines furent une série de rencontres, de décisions pratiques, de refus, d'accords timides et de soutiens surprenants. Elena sentit très vite que prendre la boutique,
C'était accepter d'être la gardienne d'un destin collectif. Elle affronta ce rôle comme on accepte de tenir un seau d'eau dans une tempête, avec des gestes précis et la conscience qu'il faudrait parfois vider le seau pour ne pas le laisser se briser. 2 semaines plus tard, la boutique rouvrit ses portes avec un voile différent. Moins de miroirs dorés, plus de chaises pour s'asseoir, des tableaux au mur racontant des histoires de femmes qui travaillaient la matière. Les vitrines montraient côte à côte une robe de fête haute couture et une tunique simple cousue par une mère qui apprenait à coudre grâce à la fondation. On avait repeint le comptoir dans une teinte moins crayeuse. On avait ajouté une petite étagère de livres sur la couture et la résilience. Mercedes avait disposé, sur un coin, un pot de café et des biscuits. Son offrande symbolique à la communauté de couturières. La réouverture était mesurée. Elena n'avait pas voulu d'une fanfare, elle voulait des voix. Les premiers visiteurs furent des femmes du quartier, des anciennes clientes qui cherchaient à comprendre, quelques journalistes locaux qui avaient senti qu'il y avait une bonne histoire, et surtout des femmes qui n'avaient jamais eu accès à un tailleur de qualité. Doña Rosario, une veuve au rire tremblant, prit une robe d'essai et se mit à pleurer en se regardant. Non parce qu'elle était belle, mais parce que pour la première fois depuis des années, quelqu'un avait considéré qu'elle méritait d'être vue. Ses larmes touchèrent Elena plus que n'importe quel compliment. Sofia Beltrán arriva au cours de la première semaine après la réouverture. Elle avait jadis fréquenté la boutique comme cliente aisée, mais cette fois, elle entra avec une autre posture, non pas celle d'une cliente, mais d'une alliée. Elle parla à Elena comme on propose un partenariat, avec la délicatesse d'une personne qui tient un trésor fragile. Vous donnez une visibilité que peu ont la patience d'offrir, dit-elle. Si vous le souhaitez, je peux vous aider à organiser une campagne pour les ateliers et trouver des sponsors. Elena hésita. L'aide à grande échelle l'effrayait autant qu'elle la fascina. Mais il y avait une chose qu'elle avait apprise. Accepter l'aide n'était pas renier sa dignité. C'était, parfois, reconnaître la nécessité d'une main tendue. Elle accepta la proposition de Sofia, non comme une ouverture de porte sans condition, mais comme une mise en réseau mesurée. Sofia, souriante et précise, devint une figure qui permit à la fondation naissante d'accéder à des ressources qu'Elena seule n'aurait pas su mobiliser. Une trentaine de jours après la réouverture, l'équipe écrivit et signa les premiers statuts informels de la fondation Carmen Mendoza. Le nom était un pacte. Elena avait voulu honorer sa mère d'une façon qui dépasserait l'anecdote personnelle et deviendrait méthode. Des ateliers de formation, des bourses pour les jeunes couturières, des espaces de consultation pour les femmes victimes de violences et des plages horaires gratuites pour celles qui n'avaient aucun moyen d'accéder à un tailleur. Mercedes devint la responsable technique de l'atelier. Rosa, Patricia, Lucia, Carmen et Estela formèrent le noyau opérationnel, chacune avec une responsabilité précise. Accueil, formation, retouche sociale, logistique, relations avec les familles. Romero insista d'emblée sur la mise en place de règles claires. Elena apprit à signer des documents, à demander des bilans, à exiger des comptes, non par méfiance, mais parce que le pouvoir, quand il s'exerce sur des vies fragiles, doit être surveillé. Elle rédigea des principes, transparence, non-discrimination, gratitude active et responsabilité. Ces principes ne suffisaient pas à protéger la fondation des attentes extérieures, mais ils posaient des balises. 3 mois après la découverte de l'héritage, Elena monta pour la première fois un programme de formation de 10 semaines destiné aux jeunes mères. Les ateliers commençaient par des gestes simples. Tenir une aiguille, enfiler un fil, repasser un pli. Les petites victoires, une couture droite, un bouton solidement fixé, devinrent des métaphores quotidiennes d'autonomie. Doña Rosario avait trouvé dans ces gestes une nouvelle façon de se regarder. Une jeune femme nommée Mariana, qui avait fui une relation violente, apprit à reprendre confiance en tenant un patron. Les rencontres entre les participantes se transformèrent rapidement en réseau de soutien. Une estampe d'entraide commençait à se dessiner.
Ce travail d'atelier offrait aussi des occasions d'embauche et de rémunération. Elena savait que la dignité se prouve aussi par la paie régulière. Elle créa des postes à mi-temps pour des femmes qui n'avaient aucune garantie d'emploi ailleurs. Gabriella était l'une d'elles, une femme vive, à l'humour facile, qui avait été engagée pour la gestion des ateliers et la coordination des micro-bourses. Gabriella travaillait avec un enthousiasme dévorant. Elle appelait Elena « j'ai fait » avec affection, et la boutique semblait respirer d'une nouvelle énergie sous son impulsion. Les succès attirèrent un autre type d'attention. Un matin, un article critique parut dans un journal local. On soupçonnait une mauvaise gestion des fonds, insinuant que la fondation n'était pas claire sur l'utilisation des dons. Les rumeurs, dès qu'elles sont semées, prennent racine vite. Certaines voix mal informées préfèrent la colère au questionnement. Elena sentit le sol vaciller sous ses pieds. Elle savait qu'une seule allégation suffisait à compromettre des mois de travail. Romero la prévint. Il fallait accueillir la critique, ouvrir les comptes, montrer les procédures. La transparence est notre rempart, dit-il. Elena accepta, mais cela ne l'empêcha pas de trembler. La tempête prit une forme inattendue. Quelques semaines après l'article, des documents disparurent de la comptabilité interne. Une somme avait été détournée. Pas énorme, mais suffisante pour mettre en péril des bourses et payer des prestations. L'énergie de la fondation bascula soudain entre la colère et la douleur. Qui avait trahi la confiance? L'équipe entra en état d'alerte. Elena se sentit personnellement attaquée. Elle avait ouvert sa vie, ses ressources, son nom, et se retrouvait face à une trahison qui blessait aussi l'idée même qu'elle avait de la communauté. L'enquête interne pointa vers des irrégularités dans les comptes tenus par Gabriella. La nouvelle frappa comme un givre. Gabriella, la jeune coordonnatrice souriante, semblait au centre d'un réseau d'erreurs. Les employés murmurèrent, choqués. Elena refusa d'émettre un jugement hâtif. Elle avait appris que la vérité, souvent, exigeait du temps. Romero conseilla de recourir à une vérification indépendante et d'alerter les autorités compétentes, sans spectacle ni chasse aux sorcières. Ce qu'Elena découvrit progressivement fut plus complexe que la simple malhonnêteté. Gabriella avait des dettes accumulées. Elle se trouvait sous la pression d'un ancien compagnon violent qui la menaçait de diffuser des vidéos et de s'en prendre à sa famille si elle ne versait pas une certaine somme. Incapable de trouver une solution, Gabriella avait détourné des fonds, espérant les rendre plus tard. Sa décision fut lâche, mais elle était aussi le produit d'une contrainte réelle. La peur de la violence et l'absence de filet de sécurité. Quand Elena entendit cette explication, une colère différente naquit en elle. Pas la colère punitive, mais la colère d'une personne qui comprend la complexité du mal. La fondation ne pouvait ni couvrir ni tolérer le détournement, et Elena l'énonça avec fermeté. Des mesures étaient nécessaires. Romero prit contact avec les autorités. Il s'assura que tout se ferait dans le cadre légal. Gabriella, effondrée, accepta de coopérer. La communauté réagit en deux temps. Certains réclamèrent la tête de l'accusé, d'autres pleuraient en silence, reconnaissant que la pauvreté et la violence mettent parfois les gens face à des choix impossibles. La personne qui menaçait Gabriella fut retrouvée et arrêtée, un point nécessaire pour la protection des victimes. Elena ne fit pas de déclaration triomphale. Elle lut simplement les faits à l'équipe et demanda des propositions pour renforcer la sécurité et la transparence. On instaura des contrôles additionnels, une séparation stricte des fonctions comptables et des audits réguliers. Elena accepta aussi de créer un petit fonds d'urgence destiné à aider les employés en difficulté, parce qu'elle comprit que la meilleure prévention contre la corruption n'est pas la suspicion, mais la solidarité structurée. Ce fut une période d'apprentissage brutale. Elena essuya des critiques publiques, vécut des nuits sans sommeil à relire les bilans et se demanda plusieurs fois si elle n'avait pas été trop naïve. Mais elle trouva aussi des soutiens, des clientes engagées, des donateurs anonymes, des avocats bénévoles. Sofia organisa une campagne de transparence qui transforma la méfiance initiale en un acte de confiance publique renouvelé. Les fonds furent rendus,
Gabriela fut mise en congé pendant l'enquête, acceptant un chemin de réparation. Elena décida qu'il n'y aurait pas de chasse à l'homme inutile, mais elle maintint la règle, accountability, et seconde chance liée à un parcours de formation et de réparation. Viviana, l'autre grande figure de cette histoire, suivit un trajet différent mais tout aussi marqué. Après son renvoi humiliant, elle avait disparu des radars professionnels pendant des semaines. La première fois qu'on la vit à nouveau, elle ne portait plus de tailleur. On la trouva un matin en train de trier des boîtes dans une petite organisation caritative qui offrait des repas aux sans-abri. Elle avait la tête basse, les mains usées. Les rumeurs racontaient sa chute moins en gloire qu'en honte. La perte d'un statut l'avait ramenée à la réalité d'une femme qui devait maintenant demander pardon. Leurs retrouvailles ne furent pas spectaculaires. Un jour, Viviana se présenta à la boutique, sans tambour ni maquillage sophistiqué, tenant dans ses mains un petit carnet d'adresses et une enveloppe timide. Elle attendit qu'Elena ait 1 minute, et lorsque leur regard se croisa, elle balbutia « Je suis venue demander pardon ». Les mots étaient lourds, portés par une reconnaissance tardive. Viviana expliqua ce qui s'était passé dans son orgueil. Elle raconta des peurs anciennes, la conviction qu'elle devait protéger son rang comme une armure. Elle avait perdu cette armure, et c'était, dit-elle sans larmoyer, la première fois qu'elle percevait la fragilité de sa propre position. Elena écouta. Son premier réflexe n'était pas la clémence automatique, mais une curiosité prudente. Elle se souvenait trop bien de la douleur que Viviana avait causée. Mais elle se souvenait aussi de la promesse qu'elle s'était faite, transformer la blessure en réparation. Elle demanda à Viviana de travailler quelques heures à l'atelier, non pas en tant que place confortable, mais dans une position subalterne, sous la supervision de Mercedes. La proposition avait une condition explicite, un travail de réparation concrète, participer à des ateliers d'écoute, assister les bénéficiaires, suivre un programme de réinsertion professionnelle. Viviana accepta, avec la rigidité d'une personne qui sait qu'elle devra mériter chaque regard. Le chemin de réhabilitation de Viviana fut lent et parfois humiliant. Elle dut apprendre à rester en arrière-plan, à écouter plus qu'à parler, à accepter les refus. Mais les gestes répétitifs, les retouches à la lumière crue de l'atelier eurent un pouvoir inattendu. Ils la transformèrent. Elle se mit à reconnaître non seulement la valeur du travail manuel, mais aussi l'humanité des femmes qui passaient sur sa table. Un jour, elle resta tard pour aider une jeune mère à reprendre confiance. En la regardant réussir à poser un bouton, Viviana sentit un réconfort qui n'avait rien de la flatterie antérieure. Avec le temps, elle demanda des sessions de médiation et se forma à l'écoute. La communauté la vit changer. Son arrogance se fondait en un comportement humble, parfois maladroit, mais sincère. Pour Elena, offrir cette seconde chance fut aussi une épreuve de cohérence. Elle inspira profondément, se souvenant de la promesse initiale, ne pas réduire la justice à une vengeance. Elle conditionna l'emploi à la sincérité des actes, exigea des preuves tangibles de changement et organisa des espaces où les victimes pouvaient exprimer leur point de vue. Certains la jugèrent naïve, d'autres virent en elle une force capable de pardonner sans renoncer à la sécurité. Pendant cette période, la vie personnelle d'Elena se tissa avec la Fondation, mais elle garda des espaces intimes qui lui permirent de tenir. Marco resta à ses côtés, attentif à ne pas devenir l'ombre qui l'empêche de décider. Ils eurent des soirées simples. Un dîner à la maison, la présence d'amis, des conversations sur des sujets qui n'avaient rien à voir avec la boutique. Une nuit, après une journée d'audit et de décisions difficiles, Marco prépara la soupe que la mère d'Elena faisait autrefois. Ils mangèrent en silence, la chaleur du repas et le bruit du vent dehors suffisant pour rassurer leur cœur. Marco savait qu'il n'était pas le héros du récit. Il était le pilier silencieux qui permettait à Elena d'avancer. Le motif du fragment d'ancage apparut encore et encore, cousu dans la doublure d'une veste offerte à une bénéficiaire, accrochée à une étiquette d'un paquet distribué lors d'un atelier, fixé comme porte-bonheur dans le tiroir de l'atelier.
Un jour, lors d'une visite à l'hôpital pour une action caritative, la fondation venait de préparer des vêtements pour des mères dont les nouveau-nés restaient en observation. Elena porta le fragment sur elle. Face à une mère épuisée, elle sentit que la mémoire de Carmen n'était plus seulement une affaire privée. Elle était devenue un point d'ancrage pour des vies entières. Les mains de la mère, tremblantes, touchèrent la dentelle. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Elena dans ce silence partagé qui vaut toutes les promesses. Les mois roulèrent. La fondation trouva un rythme. Elle ouvrit un petit centre d'accueil où l'on dispensait des formations courtes en couture et en gestion d'ateliers, et où des psychologues volontaires venaient soutenir celles qui avaient besoin d'un espace pour parler. On lança un programme de bourse pour les jeunes talents, et Mercedes, fière, présida des jurys improvisés, où des candidates présentaient leurs projets avec une dignité retrouvée. 1 an après la première ouverture, la Fondation avait un bilan humain qui dépassait les comptes. Des femmes qui, jadis, avaient eu peu d'occasion de briller, commencèrent à vendre leurs créations sur des marchés locaux, à collaborer avec la boutique pour des collections sociales, et même à enseigner à leur tour. Le mot « communauté » prit sens. Elena, souvent, resta en retrait et observa. Ce qu'elle avait voulu n'était pas d'être saluée, mais de voir des cercles de vie se former. Le mariage arriva comme un souffle simple. Elena refusa la mise en scène pompeuse. Elle voulut une cérémonie courte, dans un petit jardin où l'on aurait, en guise d'orchestre, des voix d'amis et le bruit des tasses qui s'entrechoquent. Elle demanda à Mercedes et aux couturières de recréer la robe de sa mère, mais la créatrice ne voulait pas d'une copie exacte. Elle proposa une restauration créative. Elles utilisèrent les morceaux retrouvés, la dentelle originale comme cœur, et entourèrent ce cœur d'une nouvelle robe née des mains de nombreuses femmes. Chaque couturière apporta un fragment de son histoire dans une couture, une broderie, une perle cousue. La robe devint un palimpseste de vie. Traces de piercing, renforcements, petites réparations, et partout la dentelle d'origine, soigneusement mise en valeur. Le jour du mariage, la boutique avait fermé pour la journée. La cérémonie fut tenue dans le jardin de la Fondation, entourée de femmes qui avaient accompagné Elena au long de son parcours. Marco l'attendait, simple, avec un costume qu'il avait acheté d'occasion et repassé lui-même. Les enfants du quartier déposèrent des pétales. Viviana, humble, ponctua la marche d'Elena d'un petit geste. Elle tendit la main pour retenir discrètement le voile, comme pour réparer non seulement le tissu, mais la trajectoire d'une femme qui avait appris à être visible. Au moment où Elena passa devant la petite scène improvisée, elle vit Thomas assis au premier rang. Le vieil homme qu'elle n'avait rencontré que lors de brèves conversations administratives eut l'air d'un grand-père authentique, les rides qui racontent la vie, le regard qui pardonne sans parler. Après la cérémonie, il s'approcha d'elle et posa sa main sur la robe. « Ta mère était une femme tenace », dit-il d'une voix rauque. Il raconta, en quelques phrases, des anecdotes de famille qui expliquaient pourquoi l'héritage avait atteint Elena. La présence de Thomas ne transforma pas le passé en conte de fées, mais elle ferma une boucle douloureuse en apportant une figure de continuité. Il offrit son soutien public à la Fondation, non pas pour s'ériger en sauveur, mais pour reconnaître une responsabilité familiale. Elena sentit la main de Marco serrer la sienne. La famille, improbable, se constituait. La réception fut modeste. On partagea du pain, des biscuits, du café. Les discours furent courts, la parole la plus longue vint de Mercedes, qui parla de fil et de courage. « Nous avons coupé et recousu beaucoup de choses, dit-elle, mais ce que nous avons appris, c'est que le fil mis au service des personnes tient plus qu'on ne le croit. » Plusieurs détails firent image. Le fragment d'ancage cousu à l'intérieur de la robe, invisible pour les passants, mais présent comme un talisman. La clochette de la boutique suspendue à une branche de l'arbre du jardin, un petit paquet de biscuits disposé sur chaque table. Le mariage n'était pas un affichage de richesse, mais une démonstration de ce que la vie modeste, mise en mouvement, sait célébrer.
Les mois suivants, la Fondation étendit doucement son rayon d'action. On ouvrit un second atelier dans un quartier voisin, on organisa des sessions itinérantes pour celles qui ne pouvaient se déplacer, et on signa des partenariats avec des associations de santé pour proposer des consultations gratuites. Elena se tint souvent à l'écart des discours médiatiques. Elle préférait les visites de terrain où elle pouvait toucher les tissus, écouter, ajuster une robe et donner un sourire. Le travail continuait. Il y eut joie, mais aussi erreur et résistance. Des projets échouèrent, des financements furent retardés. Mais chaque fois, la communauté se replaçait autour d'une table pour discuter. Quelques années plus tard, la Fondation Carmen Mendoza était reconnue localement pour son approche inclusive. Des témoignages filmés montraient des histoires de reconstruction. Une jeune femme qui, grâce aux ateliers, ouvrit une micro-entreprise, une mère qui retrouva un emploi stable, une ancienne bénéficiaire qui devint formatrice. Ces récits n'étaient jamais des promesses de réussite automatique, Elena veillait à cela, mais des preuves qu'un soutien structuré, associé à de la dignité, peut transformer des trajectoires. Viviana, ayant accompli son parcours de réparation, se fit porte-parole d'une campagne de sensibilisation interne pour prévenir l'exclusion et la discrimination. Elle parlait désormais avec un recul qui surprenait ceux qui ne la connaissaient que du temps de son arrogance. Elle avait planté sa fierté passée et cultivait la honte réparée en gestes concrets. Son travail auprès des bénéficiaires permit à d'anciennes clientes d'entendre une voix qui avait su changer. Gabriela, de son côté, accepta un parcours de réinsertion qui comprit formation financière, accompagnement psychologique et travail sous supervision. Elle ne fut pas célébrée d'emblée. On lui offrit la possibilité de réparer, et progressivement, elle gagna à nouveau la confiance. Le geste final de réparation fut symbolique. Lors d'une réunion publique, elle présenta des excuses publiques et expliqua comment elle entendrait rembourser, non pour blanchir, mais pour montrer l'engagement à rendre les choses. Elena, présente, resta ferme sur le principe de responsabilité, mais souligna aussi l'importance d'offrir des chemins de sortie pour celles qui avaient commis des erreurs sous contrainte. L'histoire ne s'acheva pas en apothéose. Elle se poursuivit en cycle d'efforts et de petites victoires. Des centres ouvraient, d'autres projets nécessitaient plus de temps. Des conflits surgissaient toujours. C'était la condition humaine. Mais la Fondation avait désormais des outils, une charte, des procédures, un conseil plural, et surtout une communauté qui savait se relever. Une décennie plus tard, la boutique originelle n'était plus un simple magasin. Elle était un label, un centre, une école. On venait de loin pour voir comment une pièce réduite à une humiliation avait déclenché une chaîne de transformation. On venait aussi pour apprendre la méthode. Dignité, transparence, engagement. Le fragment d'encage, conservé sous verre dans une vitrine modeste, était devenu une relique de départ, respectée mais jamais sacralisée. Chaque fois que quelqu'un demandait pourquoi le nom Carmen avait été choisi, Elena souriait et racontait la phrase qu'elle avait dite une nuit à la photo de sa mère. « Je te rends ce que tu m'as laissé ». Au fil des ans, Elena n'avait pas cessé d'apprendre. Elle avait compris que l'argent, quand il entre dans une vie, ne fabrique pas instantanément le bien. Il faut, disait-elle souvent, des structures, des personnes formées et de la patience. Elle avait appris aussi que pardonner n'était pas oublier. Le pardon venait accompagné d'exigences, réparation, transformation et prévention. Lors d'une cérémonie modeste pour inaugurer un nouveau centre de formation, Elena monta sur une caisse improvisée et parla sans grands effets. Sa voix était claire. Ce que nous avons fait ici, nous l'avons fait parce que nous avons choisi de voir la dignité. Ce n'est pas un geste de richesse, mais un acte de responsabilité. Nous n'érigeons pas des élans de pitié, nous construisons des ponts. Les applaudissements furent simples, mais nourris. La dernière image que la foule garda de la cérémonie fut la même que celle d'années plus tôt. La clochette, suspendue à l'entrée, tinta doucement lorsque des enfants coururent pour passer la porte. La dentelle, visible à l'intérieur, scintillait sous la lumière, discrète mais présente. Sur le plan personnel, Elena garda sa simplicité.
Elle n'aimait pas se voir comme une héroïne. Elle se voyait comme une femme qui, un jour, avait tenu entre ses mains la robe d'une mère et avait décidé de répondre autrement qu'en criant. Elle se souvenait parfois de la sensation d'avoir été humiliée, non pour alimenter une rancœur, mais pour mesurer le chemin parcouru. Romero, qui avait été la main ferme dans les moments difficiles, continua d'apparaître comme conseiller quand c'était nécessaire, mais il ne s'immisça jamais dans l'âme du projet. Marco, fidèle à son rôle, travailla à côté, souvent invisible, apportant la stabilité que les grandes réformes nécessitent. Mercedes vieillit avec grâce, ses mains continuèrent à dire des prières silencieuses chaque fois qu'elle réparait un vêtement. Les couturières restèrent le cœur battant de la fondation, gardiennes de savoir-faire et de mémoire. Dans un petit geste final, plusieurs années après, Elena décida qu'une portion du budget de la fondation serait consacrée à un projet qui portait le nom de Carmen. Des bourses pour des filles orphelines qui voulaient étudier la mode, mais aussi des ateliers sur la gestion d'entreprise pour leur donner des outils pérennes. Elle savait que tout héritage vrai nécessite la perpétuation des compétences. La ville, autrefois indifférente, apprit à regarder différemment. La boutique reprit désormais sa clochette avec fierté. Elle n'était plus le théâtre d'une humiliation, mais le lieu d'une mémoire active. Les gens qui passaient ne voyaient peut-être qu'une vitrine soignée. Ceux qui entraient en ressortaient souvent changés, porteurs d'un fragment d'encage dans la tête, non comme un objet muséal, mais comme une promesse de réparation possible. Et dans un dernier plan, quand la fête s'apaisa et que la nuit posa sa douceur sur les toits, Elena rentra chez elle. Elle prit la boîte où était conservé le fragment de dentelle, l'ouvrit et le pressa contre sa joue. Elle pensa à Carmen, à Thomas, à toutes les mains qui avaient aidé, à celles qui avaient blessé aussi et à la route encore longue. Puis elle posa la dentelle sur sa table, prit une tasse de café et regarda par la fenêtre la lueur d'une rue habitée. La clochette de la boutique tinta au loin, comme un rappel discret. Une histoire peut partir d'un déchirement, mais elle peut finir par coudre des vies ensemble. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et partagez-la. Soutenez les initiatives qui rendent la dignité accessible à tous.